Dans cette deuxième partie de la discussion, on aborde le sujet de la relation entre la conscience du double et la spiritualité. Au départ, l'individu expérimente une spiritualisation de son être, car il vit dans un état de conscience différent en se connectant à sa source. Cependant, avec l'évolution de la conscience mentale et des corps subtils, le côté astral spirituel disparaît progressivement et laisse place à une forme d'intelligence intégrale, dépourvue d'émotions spirituelles. 7. Évolution fait partie du développement de la conscience supramentale, qui diffère essentiellement des conceptions humaines. La diminution voire l'élimination de la spiritualité fait partie de ce processus d'évolution. La spiritualité implique une soumission à une divinité ou à des forces supérieures, ce qui peut déformer la réalité et anesthésier l'esprit. Au fur et à mesure que l'homme développe une intelligence critique dépourvue d'émotions dans son mental, il peut accéder à une conscience critique, dépourvue de spiritualité. Dans cette conscience critique, la spiritualité est inexistante, car elle empêche l'individu de traiter précisément avec son énergie et de percevoir les plans invisibles de façon absolue. Les individus ont soif de maîtres et de gourous parce qu'ils croient que ces personnes détiennent des connaissances. Cependant, ils ne réalisent pas que, en se soumettant à ces êtres, ils s'alignent sur leur taux vibratoire. Pour s'épanouir pleinement, l'homme doit entrer dans sa propre vibration et retrouver son identité et sa centricité. Ainsi, il peut non seulement apprendre et recevoir des enseignements des maîtres, mais aussi contribuer à leur développement. Dans cette discussion entre l'interviewé, DM, et le Bhagwan Das Maharaj, Boulevard M, il s'interroge sur la relation entre l'individu conscient et les autres qui sont inconscients. BDM explique que l'individu conscient est en constante évolution et a un rythme d'évolution qui lui permet de maintenir des relations avec ceux qui sont inconscients. Cependant, à mesure que l'individu évolue, il peut être amené à rompre ses illusions et à être sélectif dans ses relations. BDM précise que l'isolement se produit dans la tête plutôt que physiquement, et que l'individu peut petit à petit se retirer du monde pour trouver une harmonie avec lui-même. La différence avec les Tibétains qui se retirent dans les montagnes réside dans le fait que ces derniers adoptent une approche plus extrême de l'isolement physique. Il y a une distinction à faire entre le retrait des maîtres tibétains du monde et la façon dont l'homme conscient se retire du monde. Les maîtres tibétains se retirent pour se connecter au plan astral et poursuivre leur spiritualité, tandis que l'homme conscient se retire dans sa façon de faire face au monde. Le retrait des maîtres tibétains a pour but d'améliorer leur corps astral et leur permettre de communiquer avec les maîtres spirituels dans l'astral, ce qui les éloigne de la matière et de la civilisation. Cependant, ce retrait des maîtres tibétains peut être considéré comme un égoïsme spirituel, car ils ne contribuent que très peu à la civilisation. Ils apportent beaucoup à la spiritualité, mais ne sont pas des constructeurs ou des initiés constructeurs. Quant à l'amour, la forme d'amour dont parlent les maîtres tibétains est différente de celle que l'homme connaîtra dans sa conscientisation. L'amour dont ils parlent est davantage lié à l'involution spirituelle. En ce qui concerne l'isolement de l'homme conscient en voie de conscientisation, il ne s'agit pas d'une coupure, mais d'une sélection. L'homme conscient devra être sélectif dans son entourage en fonction de leur taux vibratoire et de leur niveau de conscience. Cet isolement est temporaire et justifié par le fait que l'homme conscient est trop pour son environnement. Il se retire pour permettre le développement de l'humanité, mais l'idée est de pouvoir reconnecter avec cet environnement lorsque l'homme aura atteint un niveau de conscience suffisant. En résumé, le retrait des maîtres tibétains se concentre sur la spiritualité et la communication avec le plan astral, tandis que l'isolement de l'homme conscient est temporaire et basé sur la sélectivité dans son environnement. Dans cette partie de la discussion, l'accent est mis sur l'évolution de la conscience humaine et sur la manière dont les individus initiés peuvent contribuer à créer une nouvelle jeunesse sur Terre. Il est souligné que les détails de ce processus ne sont pas encore connus et que cela fait partie de la formation du développement de la race humaine. On mentionne aussi que les initiés ne se retirent pas complètement, mais peuvent changer leur niveau de travail et d'action. En ce qui concerne la sélection des individus en évolution de conscience, cela fait partie du processus pour qu'ils comprennent leurs besoins et deviennent riches en esprit. Une fois que l'homme est conscient de ses besoins et est capable de les actualiser, il ne vit plus la vie sur Terre de la même manière. Tout cela nécessite une sélectivité dans la manière dont l'énergie est utilisée. On note également que la sélectivité se fait naturellement dans les relations humaines, même si cela peut prendre du temps pour certains individus inconscients de se rendre compte qu'une sélection s'impose. Dans cet extrait d'une conversation entre deux personnes, Bernard de Montréal aborde le sujet de la sélection et de la conscience. Il explique
que la capacité à être sélectif est importante dans la vie d'une personne, car cela permet de prendre des décisions éclairées et de choisir les bonnes personnes et les bonnes situations. Il mentionne également que la conscience est un processus qui prend du temps et que beaucoup de personnes qui se prétendent conscientes ne le sont pas réellement. Il affirme que pour être vraiment conscient, il faut être intelligent en permanence et être capable de contrôler ses énergies. Il souligne que parler de conscience peut en réalité être un signe d'inconscience, et que chaque personne développe sa propre conscience en fonction de sa vibration et de son taux vibratoire. Il termine en disant qu'une personne en évolution de conscience est nécessairement meilleure qu'auparavant, car elle comprend son inconscience passée et est capable de contrôler ses énergies. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique que l'évolution de la conscience de l'homme implique une sélection de ce qu'il peut accepter de la souffrance. Une personne en évolution de conscience accepte de moins en moins la souffrance, que ce soit pour elle-même ou pour les autres. Chacun a son propre seuil de souffrance qui détermine jusqu'où il peut aller. La sensibilité à la violence psychologique est considérée comme un baromètre de la conscience, mais il y a une différence entre la sensiblerie et la sensibilité vibratoire. La sensiblerie est une maladie de l'âme, tandis que la sensibilité vibratoire est liée à la conscience et permet d'être sélectif dans les relations avec autrui. Un individu qui peut traiter avec la souffrance psychologique est considéré comme évolué, tandis que celui qui ne peut pas est qualifié de névrotique. Pour évoluer, l'homme doit être capable de faire face aux inconvénients de la vie sur le plan psychologique. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle de la sélectivité des relations dans une conscience mentale supérieure. Il explique que lorsque l'être humain évolue vers une conscience plus élevée, il n'est plus soumis aux conditions imposées par l'ego dans la vie involutive. Ainsi, il est important de s'entourer de personnes sensibles à sa vibration et de traiter avec des personnes qui ont du respect pour lui. Bernard affirme que cette sensibilité vibratoire est le résultat d'avoir souffert et que la souffrance est nécessaire pour évoluer. Il souligne également que beaucoup de souffrances inutiles sont vécues sur Terre, mais qu'il existe aussi des souffrances initiatiques inévitables car l'homme ne peut pas comprendre les mécanismes occultes de son ego par lui-même. Pour se comprendre, il est donc nécessaire d'établir un contact entre lui et sa source, mais cela demande de passer à travers le labyrinthe de sa conscience égocentrique. Enfin, Bernard explique que bien que l'homme puisse connaître des souffrances à différents niveaux, il sera en mesure de moins souffrir s'il a déjà appris à ne pas souffrir. Il conclut en notant que les hommes ont une certaine intelligence et un certain intellect pour donner des conseils, mais qu'ils ne sont pas toujours capables d'appliquer ces conseils à leur propre vie. En résumé, l'auteur soulève le fait que la société nous façonne tous à l'image de la masse, ce qui entraîne une perte d'identité. Lorsque l'homme commence à prendre conscience de son identité, il fait face à des souffrances et des conflits internes liés à l'ego. L'auteur met en garde contre le fait de jouer avec des entités ésotériques et souligne l'importance de s'aligner sur son esprit et sa source. Il critique également notre capacité à ne pas agir face aux difficultés de la vie quotidienne, ce qui entraîne souvent des chocs violents ou des crises. Il encourage à nettoyer son esprit et à prendre des décisions claires dans la vie personnelle, notamment dans les relations amoureuses. L'auteur définit l'amour comme étant lié à l'intelligence et à la volonté et critique la notion de guidonnerie sentimentale. En fin de compte, il souligne notre dépendance aux romans, aux films et à la musique d'amour, et met en évidence notre désir contradictoire d'être conscience tout en négligeant certaines responsabilités de base. Bernard parle des différentes organisations spirituelles présentes dans le monde, telles que les gourous et les rose-croix. Il affirme faire de la sélection dans ses relations pour ne pas importuner les autres. Il explique que les souffrances inutiles font partie du karma, tandis que les souffrances nécessaires contribuent à la transformation de l'homme. Il donne l'exemple d'une femme qui reste avec un mari violent par karma, soulignant qu'il est de son devoir de mettre fin à cette situation. David demande pourquoi certaines personnes coupent avec une situation qui leur cause de la souffrance, mais se retrouvent encore confrontées à des événements similaires. Bernard explique que c'est parce que le tempérament est plus fort que l'intelligence. Le tempérament est constitué de forces magnétiques de l'âme qui influent sur l'ego et le poussent à agir d'une certaine manière. Il affirme que l'homme doit transmuter son tempérament pour se libérer de ses schémas répétitifs. Dans le cas d'une femme qui reste avec un alcoolique violent, Bernard suggère que son tempérament maternel la pousse à prendre soin de lui. Il explique que les forces magnétiques de l'âme la conduiront toujours vers des hommes qui ont besoin d'une mère. Pour arrêter ce cycle, elle doit cesser d'être une mère et développer les aspects utiles de sa sensibilité et de sa générosité. En résumé,
Bernard explique que les souffrances inutiles sont liées au karma, que le tempérament peut influencer les actions malgré l'intelligence, et que la transmutation du tempérament est nécessaire pour éviter les schémas répétitifs. Dans cette conversation entre deux individus, ils discutent du concept d'aide dans le processus d'évolution spirituelle. Ils affirment que même si une personne consciente tente d'aider une autre à prendre conscience de ses problèmes, cela dépend de l'affinité entre eux. Si l'affinité est forte, l'aide peut être efficace, mais cela demande du temps et de l'effort de la part de la personne consciente. Cependant, il est souligné que chaque individu est lié à son propre karma et doit vivre les expériences nécessaires pour sa croissance spirituelle. L'aide de la personne consciente peut accélérer ce processus, mais elle ne peut pas remplacer l'expérience personnelle. De plus, il est mentionné qu'une personne consciente peut être magnétique pour les autres et que si elle ne parvient pas à se détacher, cela peut freiner leur évolution. Par conséquent, il est important de laisser les autres aller de leur propre chef une fois qu'ils ont atteint un certain niveau de compréhension. Enfin, il est suggéré que lorsque les individus évoluent, il peut y avoir une rébellion contre ceux qui sont plus évolués, car ils veulent évoluer par eux-mêmes. Finalement, la personne consciente doit être capable de couper les liens avec les autres pour leur permettre de poursuivre leur propre évolution. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde le concept de karma relationnel et de sélection des relations humaines. Il explique que les êtres conscients, étant dans leur esprit, sont capables d'établir une base vibratoire entre eux qui rend impossible leur séparation. Cependant, pour l'homme en involution, qui vit le karma dans ses relations humaines, il est souvent confronté à des liens karmiques ambigus et illusoires. Les individus peuvent être attirés l'un vers l'autre au départ, mais au fil du temps, ils peuvent découvrir des traits ou des aspects de l'autre qui ne leur conviennent plus. Bernard de Montréal explique que l'homme conscient brisera le karma relationnel à l'avenir et les relations seront basées sur leur volonté, intelligence et amour universel. Dans cette partie d'une conférence, Bernard de Montréal aborde le concept de couple karmique et son évolution ultime. Selon lui, une personne évolue au fil des années et peut devenir plus évoluée qu'elle ne l'était auparavant. Cependant, si elle n'est pas capable de faire face aux exigences de son intelligence nouvelle et de gérer les faiblesses de son partenaire, elle cesse d'évoluer et ne peut pas aller plus loin. Même si elle recrée une image de stabilité et maintient une relation de gentillesse grâce à un protocole, cette vision des faiblesses de l'autre reste marquée dans sa conscience. Un couple conscient, quant à lui, fonctionne sur une grande paix chez la femme et une réalité éveillée chez l'homme, sans qu'un soit supérieur à l'autre. Ils ont un regard tourné vers l'esprit de l'autre et vivent au niveau de leur esprit, ce qui permet d'éviter les problèmes karmiques.